As-tu déjà ressenti que ta présence était sous-estimée, que tes efforts passaient inaperçus et que ta valeur était ignorée? Parfois, la meilleure réponse n'est ni la confrontation, ni l'explication, mais le silence. Dans cette vidéo, tu découvriras le pouvoir qu'il y a à t'éloigner en silence, sans mots, sans drame, toi et ta décision de disparaître de la vie de ceux qui n'ont pas su te valoriser. Tu verras comment cet acte laisse un vide si profond qu'il les oblige à affronter la réalité crue de ce qu'ils ont perdu. Prépare-toi à apprendre comment ton silence peut devenir l'arme la plus puissante, capable de désorienter et désespérer ceux qui t'ont pris pour acquis. Avant de commencer ce sujet puissant, je veux que tu prennes un moment et que tu déclares ta nouvelle direction. Si tu es prêt à laisser derrière toi ce qui ne te valorise pas et à commencer un nouveau chapitre dans ta vie, commente ici en bas la phrase « Aujourd'hui commence ma nouvelle version, je suis stoïque ». Engage-toi envers toi-même à avancer avec force et sérénité. Je veux voir cette détermination dans les commentaires. Numéro 1. Le pouvoir du silence. Le silence est un outil puissant dans l'arsenal du sage stoïque. Face à la provocation et aux critiques, le silence devient une réponse stratégique et chargée de sens. Ce n'est pas un simple acte de passivité ou d'évitement, mais un choix conscient de ne pas se laisser emporter par la tempête émotionnelle de l'autre. Plutôt que de réagir impulsivement, le stoïque choisit le calme. Le silence devient un bouclier qui protège la sérénité intérieure, empêchant les mots blessants ou les attaques personnelles de trouver un endroit où s'ancrer. Dans les moments de conflit, que ce soit avec la famille, des amis ou dans des relations amoureuses, les mots peuvent devenir des armes qui causent plus de dommages qu'on ne le souhaite. Souvent, face à une critique familiale, comme des commentaires sur nos choix de vie ou notre style de vie, la réponse la plus efficace n'est pas une longue défense ou un contre-argument. En revanche, l'absence de réponse peut être une affirmation en soi, une façon de préserver sa dignité et d'éviter de tomber dans le piège d'une discussion stérile. Par le silence, on transmet le message que l'opinion de l'autre n'a pas le pouvoir de troubler notre paix intérieure ni de dicter nos actions. Dans les relations amoureuses, le silence peut être encore plus crucial. Les disputes peuvent rapidement se transformer en bataille d'ego où chaque mot devient une flèche destinée à blesser l'autre. Dans ces moments-là, garder le silence peut être un acte d'amour et de contrôle de soi. Au lieu de répondre par des mots qui pourraient intensifier le conflit, le silence offre un espace pour la réflexion, permettant aux deux parties de refroidir leurs émotions et de considérer la véritable origine du problème. L'utilisation stratégique du silence ne signifie pas ignorer ou éviter les problèmes, mais les gérer avec un esprit plus calme et plus clair. Le silence a le pouvoir de désarmer ceux qui cherchent à nous provoquer. Dans une société qui valorise le dernier mot et la réponse rapide, rester silencieux est un acte de force. C'est un signe que nous n'avons pas besoin de l'approbation ou de la validation des autres. Quand quelqu'un tente de nous dévaloriser ou de nous provoquer, il s'attend à une réaction qui justifie son attaque. En répondant par le silence, nous ne leur offrons pas la satisfaction de nous voir troublés. De cette manière, le pouvoir nous revient. C'est nous qui contrôlons la narration et la dynamique de l'interaction. Au lieu d'être entraînés dans le jeu de l'autre, nous restons centrés et gardons notre sang-froid. Le silence ne protège pas seulement notre paix intérieure, il transmet également une confiance inébranlable. Les mots, dans de nombreux cas, peuvent être mal interprétés, manipulés ou utilisés contre nous. Le silence, en revanche, est clair et direct. Il montre que nous sommes au-dessus du besoin de nous défendre ou de prouver quelque chose aux autres. Notre valeur ne réside pas dans les mots que nous disons, mais dans la fermeté avec laquelle nous restons face à l'adversité. Ce type de silence n'est ni vide ni froid, mais rempli d'une profonde compréhension de qui nous sommes et de ce qui compte réellement. Face à la provocation, le stoïque reconnaît que le silence peut être plus éloquent que n'importe quel argument. Répondre avec des mots peut impliquer que l'opinion de l'autre nous importe, que sa critique a le pouvoir de nous affecter. En choisissant le silence, nous montrons que nous sommes à un endroit où les mots de l'autre ne peuvent pas nous atteindre. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une façon de rappeler que notre valeur n'est pas définie par ce que les autres pensent ou disent. Dans des situations quotidiennes, le silence peut être une tactique efficace pour maintenir l'harmonie et éviter des conflits inutiles. Par exemple, lors d'une réunion de famille, si quelqu'un nous critique pour nos choix,
Au lieu de rentrer dans une discussion, choisir le silence peut montrer que nous n'avons pas besoin de nous défendre, ni de rechercher l'approbation des autres. Dans les relations, le silence peut être un outil pour éviter qu'une conversation difficile ne se transforme en dispute, permettant à chaque partie de prendre du recul et de réfléchir à ce qui compte vraiment. Le silence est, en fin de compte, une expression de liberté intérieure. Nous ne sommes pas obligés de répondre à chaque provocation ou critique. En choisissant quand et comment parler, nous maintenons le contrôle de nos émotions et de nos actions. Comme le stoïque qui, face à la moquerie ou à la critique, sourit simplement et continue son chemin, nous aussi pouvons apprendre à utiliser le silence comme un signe de notre force intérieure. C'est un rappel constant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réponse rapide, mais dans la capacité à garder son calme au milieu de la tempête. Numéro 2. Établir des limites. Établir des limites est une pratique essentielle pour protéger notre énergie et notre bien-être. Dans un monde où l'on nous demande constamment plus, savoir dire non devient un acte de soin de soi et une déclaration de respect envers soi-même. Il ne s'agit pas de construire des murs infranchissables, mais de créer un espace sûr où notre esprit et notre âme peuvent s'épanouir. Établir des limites, c'est en essence reconnaître nos propres besoins et les valoriser suffisamment pour les prioriser. Dans les relations personnelles, établir des limites est crucial. Souvent, nous nous retrouvons dans des amitiés ou des relations où le donner et le recevoir ne sont pas équilibrés. Ce sont ces amitiés unilatérales, où l'on a l'impression que c'est toujours nous qui donnons, tandis que l'autre se contente de prendre, sans tenir compte de nos besoins. Dans ces cas, poser des limites signifie reconnaître la valeur de notre temps et de notre énergie. En le faisant, non seulement nous nous protégeons de l'épuisement émotionnel, mais nous envoyons également un message clair. Nos besoins comptent. Décider de limiter la fréquence des interactions ou de s'éloigner lorsque nous avons l'impression de ne pas être valorisés est une manière de protéger notre paix intérieure. Dans le domaine professionnel, les limites sont tout aussi importantes. La culture de la productivité a conduit beaucoup à penser que le succès se mesure à la quantité d'heures travaillées. Cependant, être constamment disponible et assumer plus de responsabilités que ce que l'on peut gérer est une recette sûre pour l'épuisement. Établir des limites au travail peut être aussi simple que de décider de ne pas répondre aux courriels en dehors des heures de travail, ou d'apprendre à dire non lorsque l'on nous demande d'assumer des tâches supplémentaires qui ne nous reviennent pas. Cela n'est pas un signe de paresse ou de manque d'engagement, mais un acte de conscience de notre capacité et de notre bien-être. En protégeant notre temps et notre énergie, nous devenons plus efficaces dans nos tâches et nous évitons l'épuisement dû à la surcharge. Les limites jouent également un rôle vital dans notre relation avec nous-mêmes. Souvent, nous sommes nos propres pires critiques et nous nous imposons des attentes irréalistes. Établir des limites internes implique d'être bienveillant envers soi-même, de reconnaître nos limites et de ne pas s'exiger plus que ce que nous pouvons donner. Cela signifie s'autoriser à se reposer sans culpabilité, comprendre que nous ne pouvons pas tout faire tout le temps et qu'il est normal de prioriser notre bien-être personnel. Cet acte de soin de soi nous rappelle que nous méritons le même respect et la même considération que nous accordons aux autres. Le fait d'établir des limites ne bénéficie pas seulement à celui qui les fixe, mais encourage également les autres à respecter notre espace et notre énergie. En communiquant clairement nos besoins et nos attentes, nous enseignons aux autres comment nous voulons être traités. Cela peut signifier avoir des conversations difficiles, comme dire à un ami que nous ne pouvons pas être toujours disponibles, ou parler à un supérieur de la nécessité d'équilibrer la charge de travail. Bien que cela puisse sembler inconfortable au début, cette approche favorise des relations plus saines et équilibrées. Établir des limites est, en fin de compte, un acte d'amour de soi. Ce n'est pas égoïste de vouloir se protéger de l'épuisement ou des relations toxiques. Au contraire, c'est une manière d'honorer notre valeur et de prendre soin de nous-mêmes. Lorsque nous établissons des limites, nous créons un espace où notre esprit et notre âme peuvent se reposer et se recharger. Cet espace est essentiel pour notre croissance personnelle et nous permet d'être plus authentiques et présents dans nos relations. En prenant soin de nous-mêmes, nous sommes également mieux capables de prendre soin des autres depuis un endroit de plénitude et d'équilibre. En fin de compte, les limites sont une manière de dire à nous-mêmes et au monde
que nous méritons d'être respectés et protégés. C'est un rappel que notre énergie est limitée et donc nous devons l'utiliser avec sagesse. En apprenant à établir et à maintenir des limites, nous cultivons un environnement où nous pouvons prospérer et grandir, libres du fardeau des attentes des autres et de la nécessité de plaire à tout prix. Numéro 3. Maîtriser le contrôle émotionnel. Maîtriser le contrôle émotionnel est l'une des pratiques les plus essentielles et les plus difficiles du stoïcisme. Nous sommes confrontés à des provocations quotidiennement, allant d'un commentaire acerbe à des situations qui mettent à l'épreuve notre patience. Pour le stoïque, la clé ne réside pas dans l'évitement de ces provocations, car bien souvent elles échappent à notre contrôle, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Réagir impulsivement, c'est céder le contrôle au monde extérieur. En revanche, garder son calme et sa sérénité, c'est réaffirmer notre maîtrise de nos propres émotions. Imagine un feu de circulation à une intersection très fréquentée. Quand le feu passe au rouge, tous les véhicules doivent s'arrêter, permettant ainsi une pause avant que la situation ne continue. Cette pause est cruciale, car elle évite le chaos et les accidents. De la même manière, face à une provocation, nous devons apprendre à activer notre feu rouge intérieur. Plutôt que de réagir automatiquement, nous devons nous accorder ce bref instant de pause pour évaluer nos émotions et décider de la manière dont nous souhaitons réagir. Ce moment de réflexion est là où réside le véritable pouvoir. Il nous donne l'opportunité de choisir nos mots et nos actions avec sagesse, plutôt que de nous laisser emporter par l'inertie d'une réaction impulsive. Les émotions sont comme le feu. Si nous ne les contrôlons pas, elles peuvent nous consumer. Mais si nous les gérons avec précaution, elles peuvent devenir une source d'énergie. Garder son calme ne signifie pas réprimer ce que l'on ressent, mais comprendre que nos émotions sont passagères. Une vague de colère ou de frustration peut sembler accablante sur le moment, mais comme les vagues de l'océan, elle finira par se dissiper, à condition que nous ne l'alimentions pas avec davantage de réactions. Le stoïque devient un observateur de ses propres émotions, les reconnaissant sans leur laisser le contrôle, comme un marin qui, en pleine tempête, reste calme parce qu'il sait que la tempête passera, et que sa sérénité est ce qui lui permettra de naviguer en toute sécurité. Les provocations peuvent surgir de n'importe où, au travail, à la maison ou même dans la rue. Un collègue peut faire une remarque sarcastique ou un conducteur peut nous couper la route. Notre réaction immédiate pourrait être de répondre par un commentaire cinglant ou de se laisser envahir par la colère. Mais en faisant cela, nous remettons notre pouvoir entre les mains de l'autre. Nous permettons à ses actions de dicter notre état émotionnel. En revanche, si nous prenons ce moment pour respirer et faire une pause, nous nous rendons compte que nous n'avons pas à participer à ce jeu. Nous pouvons choisir de répondre avec calme, ou même de ne pas répondre du tout. Ce choix nous libère et nous permet de garder le contrôle de notre paix mentale. Garder son calme en cas de provocation est également un signe de force. On suppose souvent, à tort, que celui qui crie le plus fort ou qui réagit le plus rapidement est le plus fort. Mais en réalité, la véritable force réside dans la capacité à rester serein lorsque tout autour de nous nous incite à perdre notre sang-froid. C'est comme être un arbre robuste pendant une tempête. Bien que les vents tentent de le faire tomber, il reste ferme et enraciné, confiant en sa propre résistance. De la même manière, en maîtrisant nos réactions émotionnelles, nous montrons que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions ni des actions des autres. Ne pas laisser les émotions dicter nos réponses ne signifie pas que nous devenons insensibles ou froids. Au contraire, cela signifie que nous avons appris à reconnaître nos émotions et à les gérer de manière à ce qu'elles nous servent, plutôt que de nous dominer. C'est un acte de respect envers soi-même et de respect envers les autres. En choisissant nos réponses de manière consciente, nous créons un espace où les interactions peuvent être plus constructives et moins destructrices. Plutôt que d'alimenter le conflit, nous pouvons être une source de paix et de clarté, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Maîtriser le contrôle émotionnel est donc une forme de liberté. Cela nous libère du cycle réactif dans lequel nous tombons souvent et nous permet de vivre avec plus d'intention et de but. C'est une pratique qui exige patience et dévouement, mais qui offre une récompense précieuse, la capacité d'être maître de soi-même à chaque instant. Au final, il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais d'apprendre à vivre avec elles,
d'une manière qui nous permet d'agir à partir d'un endroit de paix et de sagesse. Numéro 4. Utilisez le temps avec sagesse. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons, et son utilisation adéquate est un principe fondamental de la philosophie stoïque. Nous vivons à une époque où l'immédiateté est devenue la norme. Tout doit se produire instantanément, et les réponses doivent être rapides. Cependant, le stoïque sait que la patience est une vertu, et que le temps peut être un puissant allié lorsqu'il est utilisé avec sagesse. Plutôt que de se précipiter pour réagir à chaque situation, le stoïque attend le moment approprié pour agir, comprenant que les décisions impulsives mènent souvent à des résultats défavorables. La patience est comme l'art de cultiver un champ. Un agriculteur ne plante pas une graine en s'attendant à récolter le lendemain. Il sait que la croissance demande du temps, de l'attention et surtout de la patience. Pendant des semaines, voire des mois, il prend soin de son champ, l'arrose et le protège des intempéries. De la même manière, le stoïque comprend que la croissance personnelle et l'acquisition de sagesse ne sont pas des processus instantanés. Ils exigent un investissement continu en temps et en effort. Les grandes décisions et les changements significatifs dans la vie ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils demandent réflexion, observation et souvent la capacité à attendre le bon moment pour franchir la prochaine étape. Le temps, lorsqu'il est utilisé sagement, devient un allié au lieu d'un ennemi. Dans les situations de conflit ou de défi, la tendance commune est de réagir immédiatement, de chercher une solution rapide ou de répondre à la provocation. Mais le stoïque reconnaît la valeur de la pause. Plutôt que de se précipiter dans la chaleur du moment, il choisit d'observer, d'analyser et d'attendre. Il sait qu'en permettant aux émotions de se calmer et aux pensées de s'éclaircir, il sera dans une bien meilleure position pour prendre des décisions judicieuses. Cette patience n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de maîtrise de soi. C'est la différence entre une mer calme et une tempête agitée. La première a toujours une vision plus claire des profondeurs. Attendre le bon moment pour agir ne signifie pas l'inaction ou la passivité. Au contraire, c'est une préparation constante, être prêt pour quand le moment opportun se présente. Comme l'agriculteur qui travaille son champ pendant que les plantes poussent, le stoïque travaille sur lui-même, cultivant la vertu, la sagesse et la résilience. Ainsi, quand l'occasion d'agir se présente, il est prêt à le faire avec clarté et intention. Le temps, en ce sens, devient un allié qui permet aux choses de mûrir à leur propre rythme, garantissant que les actions que nous entreprenons sont en harmonie avec nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. La croissance personnelle, tout comme un champ cultivé, est un processus qui ne peut pas être précipité. Il demande de la patience, du dévouement et la volonté de traverser les différentes saisons de la vie. Il y aura des moments de semailles où nous plantons les graines de nos aspirations et de nos efforts. Il y aura des périodes d'attente où il semblera que rien ne se passe en surface. Et enfin, il y aura des moments de récolte où tout le travail et la patience porteront leurs fruits. Mais chaque étape est cruciale et a sa propre valeur. En comprenant cela, le stoïque se libère de l'anxiété qui accompagne la précipitation et l'impatience et trouve à la place la paix dans le processus lui-même. Utiliser le temps avec sagesse implique également de savoir quand ne pas agir. Toutes les situations ne nécessitent pas une réponse immédiate ou une action précipitée. Parfois, le meilleur cours d'action est l'inaction, l'attente patiente pour voir comment les choses se développent. Ce n'est pas de la résignation, mais une manière d'honorer le flux naturel de la vie. Tout comme une rivière coule à son propre rythme, certaines choses doivent suivre leur cours sans interférence. Le stoïque apprend à reconnaître quand c'est le moment d'intervenir et quand il vaut mieux laisser les eaux se calmer d'elles-mêmes. En fin de compte, l'utilisation sage du temps est une manifestation de la sagesse stoïque. C'est un signe que nous avons appris à ne pas être esclaves de nos émotions ni des attentes des autres. Nous avons compris que la patience n'est pas une attente vide, mais une période de préparation et de croissance. Comme l'agriculteur qui sait que la graine fleurira en temps voulu, le stoïque sait que les réponses et les résultats adéquats viendront si on leur donne l'espace et le temps nécessaires pour se développer. Numéro 5. Prioriser l'essentiel. Prioriser l'essentiel est un acte de sagesse qui peut transformer la manière dont nous vivons. Dans un monde saturé de distractions et de stimulations constantes, l'esprit se disperse facilement,
se perdant dans ce qui est superficiel. Pour le stoïque, la clé d'une vie pleine de sens réside dans le fait de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de laisser de côté ce qui ne fait que consommer du temps et de l'énergie sans apporter de valeur. Cette pratique de priorisation n'apporte pas seulement clarté et calme, mais elle nous permet également de vivre avec un but plus ferme et plus conscient. Chaque jour, nous sommes confrontés à d'innombrables décisions et demandes. La plupart du temps, nous ressentons le besoin d'être partout à la fois et de faire tout en même temps. Cependant, cette approche dispersée ne fait que générer du stress et nous éloigne de ce qui est réellement significatif. Prioriser l'essentiel signifie adopter une attitude active quant à l'endroit où nous investissons notre temps et notre énergie. C'est un processus d'évaluation continue où nous nous demandons si ce que nous faisons contribue à notre croissance et à notre paix intérieure ou s'il s'agit simplement d'une distraction qui nous dévie de notre chemin. Ce choix conscient est ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance et de lâcher prise sur ce qui n'en a pas. Prenons l'exemple des conversations. Toutes les discussions que nous avons ne sont pas également enrichissantes. Participer à des conversations significatives, celles qui nous nourrissent et nous aident à grandir, est bien plus précieux que de consacrer du temps à des discussions superficielles ou à des débats qui ne mènent nulle part. En étant sélectifs quant aux personnes avec qui nous interagissons et aux sujets que nous abordons, nous protégeons notre énergie mentale et émotionnelle. Cela ne signifie pas être indifférent ou insensible, mais apprendre à distinguer ce qui enrichit notre vie de ce qui n'est que bruit inutile. En se concentrant sur des conversations qui ont vraiment de l'importance, on éprouve un sentiment de paix et de clarté, car on n'est plus entraîné par des trivialités ou des conflits inutiles. Pour pouvoir prioriser l'essentiel, il est crucial de bien connaître nos propres valeurs et objectifs. Sans une boussole interne claire, il est facile de se laisser emporter par les demandes et les attentes externes. Qu'est-ce que nous valorisons vraiment? Quels sont nos objectifs les plus profonds? Ces questions servent de guide, nous orientant au milieu des distractions quotidiennes. Lorsque nos valeurs sont claires, nous pouvons prendre des décisions plus alignées avec celles-ci. Cela nous permet de dire non aux choses qui n'apportent rien à notre vie et oui à celles qui nous rapprochent de nos véritables objectifs. En le faisant, nous créons un espace dans notre vie où l'énergie n'est pas gaspillée mais investie judicieusement. Se concentrer sur l'essentiel ne simplifie pas seulement la vie, mais nous donne aussi un sentiment de contrôle et de sérénité. Lorsque nous laissons de côté les distractions et les tâches inutiles, notre esprit se clarifie. Nous devenons plus présents et plus conscients, capables de vivre chaque moment avec plus de profondeur. C'est comme nettoyer un jardin envahi de mauvaises herbes pour permettre aux fleurs de s'épanouir. En éliminant ce qui encombre, l'essentiel devient plus visible et peut se développer pleinement. Cette clarté nous permet d'avancer avec plus de certitude et de direction, sans avoir constamment l'impression d'être submergés par tout ce que nous devrions faire. Participer sélectivement à ce qui compte vraiment est également une manière d'honorer notre temps et notre vie. Chaque moment est une ressource limitée et la façon dont nous l'utilisons définit la qualité de notre existence. En choisissant consciemment ce sur quoi nous nous concentrons, nous évitons les regrets qui viennent du fait d'avoir gaspillé du temps dans des choses qui, au final, n'apportent rien de significatif. Nous nous éloignons de la mentalité de pénurie, où nous sentons que nous devons tout faire pour ne rien manquer, et nous adoptons une mentalité d'abondance, où nous reconnaissons que l'essentiel est suffisant. En nous concentrant sur cet essentiel, notre vie prend un sens plus profond. Prioriser l'essentiel est finalement une pratique continue. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois, puis que l'on oublie, mais un état d'esprit à cultiver jour après jour. Cela implique une évaluation constante et des ajustements pour s'assurer que nos actions restent alignées avec ce que nous valorisons. À travers cette pratique, nous trouvons un moyen de vivre qui n'est pas seulement plus simple, mais aussi plus riche et plus épanouissant. Nous devenons les architectes de notre propre existence, construisant une vie qui reflète nos valeurs les plus profondes et qui est en harmonie avec qui nous sommes vraiment. Numéro 6. Cultiver l'autosuffisance. Cultiver l'autosuffisance est l'une des voies les plus sûres vers la liberté personnelle. Dans un monde où la dépendance aux opinions, aux validations et aux ressources des autres semble être la norme, être autosuffisant devient un acte de libération.
L'autosuffisance ne signifie pas s'isoler ou rejeter l'aide des autres, mais construire une vie où nous pouvons compter sur nos propres capacités et ressources. C'est vivre de telle manière que notre paix et notre stabilité ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de la force intérieure que nous avons cultivée. Imaginons la vie comme si nous construisions une table solide. C'est une métaphore parfaite pour comprendre l'autosuffisance. En construisant une table, nous devons choisir soigneusement les matériaux, mesurer chaque pièce et les assembler avec précision. De la même manière, en construisant notre vie, nous sélectionnons les valeurs, les compétences et les relations qui forment la base de notre existence. Une table solide ne vacille pas sous le poids, car chaque pièce a été placée avec intention et soin. Ainsi, une vie autosuffisante ne s'effondre pas face aux défis, car elle repose sur la force intérieure et l'authenticité des réalisations personnelles. Lorsque nous avons travaillé pour construire notre propre vie, nous développons une résilience qui nous permet d'affronter les difficultés avec confiance. Nous savons que, tout comme cette table que nous avons fabriquée de nos propres mains, notre vie peut supporter le poids des moments difficiles. L'autosuffisance est une source de liberté, car elle nous libère du besoin constant d'approbation et de soutien externe. En faisant confiance à nos propres capacités, nous évitons de tomber dans le piège de la manipulation, où d'autres peuvent exercer un contrôle sur nous en échange de ce que nous pensons avoir besoin. Ce pouvoir personnel, né de l'autosuffisance, nous permet de prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour nous et non sur ce que les autres attendent ou veulent de nous. C'est la différence entre être le capitaine de notre propre navire ou être un passager à la merci des courants. L'autosuffisance nous donne la barre de notre vie, nous permettant de naviguer dans la direction que nous désirons réellement. Avoir confiance en soi est un acte de courage et de respect envers nos propres capacités. C'est reconnaître que, même si le chemin vers l'autosuffisance peut être difficile, c'est un voyage qui en vaut la peine. En cultivant l'autosuffisance, nous développons une relation plus profonde avec nous-mêmes. Nous devenons plus conscients de nos forces et des domaines où nous pouvons encore grandir. Cette conscience nous donne du pouvoir car nous ne sommes plus des victimes des circonstances, mais des acteurs actifs dans la création de notre propre vie. Et c'est cette confiance qui devient une barrière naturelle contre la manipulation. Lorsque nous sommes sûrs de qui nous sommes et de ce que nous sommes capables de réaliser, nous n'avons pas besoin que les autres nous disent quoi faire ou comment nous sentir. Les réalisations que nous atteignons par nos propres moyens ont une valeur spéciale. Elles sont comme cette table solide que nous avons construite de nos propres mains. Chaque fois que nous la voyons, nous nous souvenons de l'effort, de la dévotion et du temps investi pour créer quelque chose d'authentique et de durable. Ces réalisations sont des témoignages de notre capacité à surmonter les obstacles et de notre aptitude à façonner notre vie. Il ne s'agit pas seulement des résultats, mais du processus de croissance qu'implique leur accomplissement. Chaque étape sur le chemin de l'autosuffisance est une leçon apprise, une force développée. En regardant en arrière, nous voyons un chemin rempli de nos propres succès, et cela alimente notre confiance pour continuer à avancer. L'autosuffisance nous permet également d'établir des relations plus saines et plus équilibrées. Lorsque nous ne dépendons pas des autres pour notre bonheur ou notre bien-être, nous pouvons nous engager depuis un endroit de plénitude, plutôt que depuis un lieu de besoin. Cela nous permet de choisir d'être avec des personnes qui nous enrichissent et nous élèvent, plutôt que de chercher chez les autres ce que nous ressentons comme manquant dans notre vie. En étant autosuffisants, nous ne recherchons pas que les autres comblent des vides dans notre existence. Nous partageons plutôt une vie déjà pleine avec eux. Cela crée des connexions plus authentiques et plus significatives, basées sur le respect mutuel et non sur la dépendance. En fin de compte, cultiver l'autosuffisance, c'est construire une vie dans laquelle nous pouvons avoir pleinement confiance. C'est développer une force intérieure qui nous permet de rester debout face aux tempêtes extérieures, sachant que tout ce dont nous avons besoin pour tenir bon se trouve déjà en nous. Tout comme cette table solide que nous avons construite, notre vie devient un refuge sûr, une manifestation tangible de notre effort, de notre dévouement et de notre capacité. À travers l'autosuffisance, nous retrouvons notre pouvoir personnel, nous nous libérons des chaînes de la dépendance et nous vivons une vie qui nous appartient véritablement. Numéro 7. Construire la force intérieure. La vie est un voyage,
Et dans ce voyage, nous sommes comme un train avançant à travers des paysages changeants. Parfois, nous traversons des paysages paisibles où tout semble aller bien sans complications. Mais à d'autres moments, le chemin devient escarpé, les rails se courbent de manière inattendue et l'horizon est assombri par des tempêtes. C'est ici que la vertu stoïque de la résilience entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler le terrain sur lequel nous voyageons, mais nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous y répondons. La force intérieure ne se construit pas dans les moments de calme, mais précisément dans ces instants où tout semble se retourner contre nous. C'est dans les tempêtes et les montées difficiles que nous prouvons de quoi nous sommes faits. Comme un train qui continue d'avancer, repoussant ses limites sans abandonner, nous devons apprendre à faire face aux difficultés avec courage et sérénité. Ce courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. La sérénité n'est pas l'indifférence, mais une tranquillité qui naît de la compréhension que même si nous ne pouvons pas changer la route, nous pouvons choisir comment nous la parcourons. Dans la philosophie stoïque, les obstacles ne sont pas de simples empêchements. Ils sont plutôt des opportunités déguisées, des défis qui nous poussent à grandir et à découvrir notre véritable essence. Imagine un train qui s'engage dans un tunnel sombre et étroit. L'obscurité peut être effrayante, mais le train continue son parcours parce qu'il sait que chaque tunnel a une sortie. De la même manière, chaque difficulté que nous rencontrons dans la vie est comme ce tunnel. Elle peut être intimidante au début, elle peut nous faire douter. Mais si nous continuons d'avancer, nous trouvons toujours la lumière au bout. Les stoïciens nous enseignent à voir ces épreuves comme des outils d'autodécouverte. Elles nous poussent à regarder en nous-mêmes et à découvrir la force que nous ne savions peut-être pas que nous possédions. Cette mentalité stoïque de résilience se reflète dans la manière dont nous faisons face aux adversités quotidiennes. Que se passe-t-il lorsque nous rencontrons un problème apparemment insurmontable, un échec, une perte, une trahison? Le stoïque ne se laisse pas emporter par la panique ou le désespoir. Comme le train, il s'arrête un instant, évalue le terrain et décide d'avancer avec la pleine puissance de son moteur intérieur, sa volonté et sa raison. La résilience, selon les stoïciens, n'est pas simplement résister passivement aux difficultés, mais les transformer. C'est prendre ce qui semble être une barrière et la transformer en un tremplin vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. Les défis de la vie peuvent être comparés aux épreuves que la nature impose aux éléments. Le feu devient plus fort lorsqu'il est attisé par le vent. Il ne s'éteint pas. De la même manière, notre esprit humain et notre force intérieure se renforcent face aux défis. Les stoïciens nous invitent à voir chaque épreuve comme une étincelle qui ravive notre feu intérieur, à ne pas fuir les difficultés, mais à les embrasser comme une partie intégrante de notre développement. C'est dans la friction, dans le choc avec la réalité, que notre caractère se forge et que notre essence se révèle. Le chemin du train n'est pas toujours facile ni rectiligne. Il y aura des moments de doute, de fatigue, où le destin semblera lointain et presque inatteignable. Mais c'est précisément dans ces moments que la véritable résilience se manifeste. C'est lorsque, malgré tout, nous maintenons le cap, confiants en notre capacité à nous adapter et à surmonter. La force ne signifie pas être invulnérable. Cela signifie reconnaître nos propres faiblesses, nos peurs et néanmoins décider d'avancer. Pour les stoïciens, la force intérieure est une construction constante. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint et que l'on conserve sans effort, mais le résultat d'un travail quotidien, du choix conscient d'affronter la vie avec courage et équanimité. Chaque défi est une brique supplémentaire dans la construction de cette force intérieure. Chaque chute, chaque erreur, chaque échec est une leçon qui nous enseigne à être plus résistants, à voir la vie non comme un ennemi à vaincre, mais comme un maître qui nous aide à grandir. Tout comme le train navigue à travers des terrains difficiles et émerge plus fort de l'autre côté, nous devons voir nos vies comme un processus continu de dépassement de soi. Chaque obstacle nous enseigne quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Il nous invite à réfléchir sur nos priorités, nos croyances et nos réactions, et à découvrir la résilience qui réside au plus profond de notre être. Numéro 8. La force du retrait stratégique. Dans un monde qui nous pousse constamment à réagir et à lutter, le retrait stratégique devient un outil puissant d'autocontrôle. Se retirer
ne signifie pas abandonner ni montrer de la faiblesse. Au contraire, c'est un acte de force et de sagesse. Les stoïciens comprenaient que la véritable victoire ne réside pas toujours dans le fait de vaincre les autres, mais dans la capacité à maintenir la maîtrise de soi. En nous retirant des situations conflictuelles, nous désarmons ceux qui s'attendent à une réaction, tout en préservant notre paix mentale. Imagine une dispute animée, un moment où les mots deviennent des armes tranchantes. Dans ces instants, notre instinct nous dit souvent que nous devons répondre, que nous ne pouvons pas laisser l'autre gagner. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la véritable victoire ne se trouve pas dans la confrontation, mais dans le choix conscient de préserver notre tranquillité. En nous retirant des situations conflictuelles, nous désarmons ceux qui s'attendent à une réaction, tout en préservant notre paix mentale. Imagine une dispute animée, un moment où les mots deviennent des armes tranchantes. Dans ces instants, notre instinct nous dit souvent que nous devons répondre, que nous ne pouvons pas laisser l'autre gagner. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la véritable victoire ne se trouve pas dans la confrontation, mais dans le choix conscient de préserver notre tranquillité. En nous retirant, nous ne donnons pas aux autres le pouvoir de nous perturber. Nous nous éloignons, non pas par crainte de la confrontation, mais parce que nous valorisons notre sérénité plus que n'importe quel conflit. La force du retrait stratégique réside dans sa capacité à désarmer. Lorsque nous choisissons de ne pas participer au jeu de la provocation, nous laissons l'autre sans prise sur nous. Celui qui cherche une réaction se nourrit de notre réponse, de notre énergie. En nous retirant, nous coupons cette alimentation. Soudain, l'autre se retrouve à parler seul, sans le carburant de notre colère ou de notre indignation. C'est comme éteindre un feu en lui coupant son oxygène. Ce qu'il reste, ce sont seulement des cendres et de la fumée, tandis que nous restons intacts. Cela ne signifie pas que nous devons fuir toutes les situations difficiles ou éviter les problèmes à tout prix. Le retrait stratégique est un choix délibéré, une tactique employée lorsque nous faisons face à des situations qui n'ont clairement aucun but constructif. Des disputes inutiles, des environnements toxiques, des personnes qui prennent plaisir à la confrontation. Ce sont toutes des situations qui ne méritent ni notre temps ni notre énergie. En choisissant de nous retirer, nous faisons comprendre que notre bien-être et notre paix intérieure sont plus importants que de gagner une querelle stérile. Un exemple pratique pourrait être lorsque quelqu'un nous provoque avec des paroles blessantes, espérant que nous réagissions. Peut-être qu'autrefois nous aurions réagi, nous laissant emporter par la colère et les émotions. Mais en pratiquant le retrait stratégique, au lieu de répondre, nous choisissons simplement de nous éloigner. Nous n'avons pas besoin d'expliquer notre retrait ni de le justifier. Le silence et l'acte de partir parlent d'eux-mêmes. À ce moment-là, le provocateur se retrouve sans sa victoire. Il attendait une bataille, mais il trouve seulement un vide, un écho de ses propres paroles retombant dans le silence. Une autre situation courante est celle du milieu professionnel, où les ragots, les critiques ou la concurrence malsaine peuvent abonder. La tentation est de se laisser entraîner soit pour se défendre, soit pour suivre le flot des conversations. Mais c'est là que le retrait stratégique révèle sa véritable valeur. En choisissant de ne pas nous impliquer, en restant à l'écart de la négativité, nous préservons notre intégrité et notre calme. Nous devenons des observateurs, des personnes qui ne se laissent pas emporter par la marée des émotions et des intrigues qui les entourent. La clé est de se rappeler que le retrait n'est pas un signe de faiblesse. En fait, il faut une grande force intérieure pour décider quand il est préférable de ne pas se battre. La société glorifie souvent la confrontation et le conflit, considérant le retrait comme une défaite. Mais pour les stoïciens, la véritable victoire réside dans le contrôle de soi-même, la capacité de choisir nos batailles avec sagesse et de ne pas permettre aux autres de dicter nos actions. En nous retirant, nous affirmons notre indépendance et montrons que notre paix mentale est quelque chose que nous ne sommes pas prêts à sacrifier. Il y a une puissance silencieuse dans l'acte de se retirer. C'est un message clair au monde. Tu ne peux pas me contrôler, tu ne peux pas me tirer dans ton chaos. Au moment où nous décidons de ne pas réagir, nous reprenons les rênes de notre vie. Nous montrons que nous sommes maîtres de nos émotions, de nos décisions, et que nous ne serons pas les esclaves des provocations des autres. Cet acte de se retirer en silence laisse une empreinte bien plus profonde que n'importe quelle confrontation. Il laisse les autres sans mots, sans ennemis contre qui lutter.
Et plus important encore, il nous laisse, nous, avec un sentiment de liberté et de tranquillité. Numéro 9. Éliminer ta présence et laisser un vide profond. Parfois, l'action la plus puissante que nous puissions entreprendre est de nous retirer en silence. C'est un acte qui ne nécessite ni mots, ni justification, ni explication. Nous choisissons simplement de disparaître de la vie de ceux qui ne valorisent pas notre présence. Dans un monde qui nous pousse à nous battre pour obtenir notre place et à revendiquer ce que nous méritons, le fait de supprimer notre présence est un mouvement radical. C'est comme un vent qui emporte tout sur son passage, laissant derrière lui un vide impossible à ignorer. Lorsqu'une personne s'habitue à nous avoir à ses côtés, à compter sur notre soutien, notre compagnie ou nos paroles, elle tend à le prendre pour acquis. Elle oublie la valeur de ce qu'elle possède devant elle. Et souvent, la seule manière pour elle de comprendre cette importance est de ressentir l'absence. En disparaissant sans avertissement, sans explication, nous créons un vide qui oblige les autres à affronter la réalité de ce qu'ils ont perdu. C'est un espace rempli de réflexions, de questions et d'un silence qui crie plus fort que n'importe quel argument. Dans les amitiés ou relations toxiques, où notre valeur n'est pas appréciée, où notre présence est tenue pour acquise, l'acte de se retirer est une déclaration silencieuse, mais puissante. Ce n'est ni un acte de lâcheté, ni une fuite. C'est un choix conscient pour préserver notre dignité et notre bien-être. Quand nous nous éloignons sans drame, sans confrontation, nous laissons l'autre personne sans armes. Il n'y a pas de dispute, pas de mots blessants, seulement un vide qui grandit avec le temps, leur faisant comprendre l'ampleur de notre absence. Imagine une amitié où tu es toujours celui ou celle qui est présent, qui écoute, qui soutient, mais quand tu as besoin de la même chose, tu te retrouves face à de l'indifférence ou des réponses vides. Au lieu de réclamer, au lieu de tenter de leur faire comprendre leur tort, tu décides de disparaître. Tu cesses d'appeler, d'envoyer des messages, d'être disponible. Au début, ils peuvent ne même pas s'en rendre compte, mais avec le temps, ton absence devient palpable. Ils commencent à remarquer que tu n'es plus là pour combler les silences, pour offrir du réconfort. Ils se retrouvent face à un vide qui était autrefois rempli de ton énergie, de ton temps, et qui maintenant n'est que silence. Ce vide agit comme un miroir, reflétant leur comportement, leur indifférence, et les obligeant à se confronter à leurs propres actions. Tu ne leur donnes pas l'opportunité de discuter, ni de se justifier. Le silence devient un espace où ils ne peuvent entendre que leurs propres pensées. Et dans ce silence, la réflexion commence. Ils se demandent pourquoi tu es parti, ce qui a changé, et souvent, c'est dans ce processus qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Ils découvrent peut-être, trop tard, que ta présence était un cadeau, et non un droit. Il en va de même dans les relations amoureuses où l'absence d'appréciation est devenue la norme. Plutôt que d'entrer dans des cycles interminables de confrontation où les mêmes disputes se répètent encore et encore, l'acte d'éliminer ta présence peut être le coup le plus dévastateur. Tu disparais, laissant derrière toi toutes les paroles qui ont été dites et celles qui ne l'ont jamais été. Le vide qui reste est profond et son écho est un rappel constant que ta valeur ne dépendait pas de leur reconnaissance, mais de ta propre capacité à t'éloigner de ce qui ne te nourrit pas. L'impression que tu laisses en te retirant de cette manière est plus durable que n'importe quel argument. Rien n'est plus puissant que le vide d'une absence inattendue. Soudain, ils se retrouvent seuls avec la réalité qu'ils ont créée, incapables de te blâmer ou de discuter. Le manque de ta présence devient une ombre qui les suit, un rappel constant que les personnes ne sont pas éternellement remplaçables. Certaines personnes tenteront de combler ce vide par d'autres ou par des distractions, mais elles se rendront vite compte que ce n'est pas si simple, car ce qui est perdu lorsqu'une personne précieuse s'en va, c'est quelque chose d'unique. Le véritable pouvoir d'éliminer ta présence réside dans la liberté que cela te procure. Tu te libères du besoin d'être reconnu ou valorisé par les autres. En choisissant de t'éloigner, tu te choisis toi-même. Tu priorises ta paix et ton bien-être. Ce n'est pas un acte de vengeance, mais d'auto-préservation. Dans cet acte, tu laisses un message clair. Ta valeur ne dépend pas de la perception des autres, mais de la manière dont tu choisis de vivre ta vie. Ceux qui n'ont pas su t'apprécier lorsqu'ils t'avaient présent devront affronter le vide que tu as laissé.
et dans ce vide, ils pourraient trouver la vérité de ce que tu étais réellement pour eux. Mais d'ici là, tu auras trouvé la force dans ton absence. Tu comprendras que parfois, la seule façon de démontrer ta véritable valeur est de disparaître et de laisser le silence parler pour toi. Numéro 10. La paix intérieure comme réponse. La paix intérieure est un bouclier imparable dans un monde rempli de provocations et de conflits. Alors que beaucoup cherchent à troubler notre équilibre, en espérant obtenir une réaction, la véritable force réside dans la capacité à rester serein. Cultiver une paix intérieure inébranlable est la réponse la plus puissante que l'on puisse offrir. Il n'y a pas besoin de mots, de justifications, ni d'entrer dans des confrontations. Nous restons simplement impassibles, montrant que les trivialités et les tentatives de déstabilisation n'ont aucun pouvoir sur nous. Imagine te retrouver dans une situation où quelqu'un essaie de te provoquer. Ce sont peut-être des mots blessants, des accusations injustes ou un ton agressif. Naturellement, on pourrait vouloir réagir, se défendre, rendre coup pour coup avec la même intensité. Mais en pratiquant la paix intérieure, tu choisis de garder ton calme. Tu respires profondément, te reconnectes avec ton centre et tu refuses de te laisser emporter par cette énergie négative. En le faisant, tu montres que tu es au-dessus des circonstances, que ton état émotionnel ne dépend pas des caprices ou des intentions des autres. Garder cette sérénité, c'est bien plus qu'un simple acte de maîtrise de soi. C'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Cela signifie dire au monde que ton bien-être n'est pas à vendre, qu'il ne peut pas être manipulé ni altéré par des actions extérieures. Plutôt que de participer au jeu de la provocation, tu choisis de rester dans ton espace de paix. Cette attitude laisse les autres sans voix, sans argument. Ceux qui cherchaient une réaction se retrouvent les mains vides, sans rien à quoi s'accrocher, sans carburant pour alimenter le feu du conflit. Et à ce moment-là, ils se confrontent à leur propre impuissance, tandis que toi, tu restes intact, calme. Un exemple clair de cette force est dans une discussion animée. Quand les émotions sont à leur comble et que les mots deviennent des flèches, la paix intérieure agit comme une barrière. Plutôt que d'élever la voix ou d'entrer dans une bataille verbale, tu choisis de garder ta composition. Tu écoutes, tu observes, mais tu ne t'impliques pas émotionnellement. Si nécessaire, tu réponds avec calme et clarté, mais jamais dans la réactivité. Ce comportement déstabilise ceux qui s'attendent à ce que tu perdes le contrôle. Soudain, ils réalisent que leurs efforts pour te déstabiliser ont échoué. Ils se retrouvent face à un mur de sérénité qu'ils ne peuvent pas franchir. Dans le milieu professionnel, où les critiques et les tensions sont fréquentes, cette paix intérieure devient encore plus cruciale. Face à un commentaire négatif ou une critique injuste, la réaction immédiate pourrait être de se défendre ou de riposter. Pourtant, en cultivant la paix, tu choisis de répondre avec équanimité. Tu acceptes les critiques constructives et tu laisses de côté celles qui ne le sont pas. Tu ne laisses pas ces remarques t'affecter, ni définir ton humeur. Les autres, en voyant que tu ne te laisses pas altérer, sont souvent perplexes. Ils s'attendaient à te voir troublé, nerveux, mais au lieu de cela, ils trouvent quelqu'un qui reste aussi solide qu'un rocher au milieu de la tempête. Cette attitude n'est pas un signe de faiblesse ou d'indifférence, mais plutôt de force profonde. La paix intérieure ne signifie pas l'absence d'émotions, mais la capacité de les contrôler et de les diriger. C'est l'aptitude à rester calme au milieu du chaos, à ne pas se laisser emporter par les vagues des provocations. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté réside dans le contrôle de soi. Lorsque nous avons la paix intérieure, nous ne sommes pas esclaves des circonstances ni des émotions des autres. Nous devenons les maîtres de nos propres réponses, choisissant toujours d'agir depuis un endroit de calme et de sagesse. Cette approche a un effet profond sur ceux qui essaient de nous provoquer. En ne trouvant pas en nous la réaction qu'ils attendaient, ils sont désarmés. La paix intérieure agit comme un miroir, reflétant leurs propres perturbations et leurs besoins de contrôle. Sans mots, nous leur montrons que nous sommes au-dessus de leur jeu, que notre tranquillité n'est pas négociable. Cette attitude de calme non seulement nous protège, mais peut également transformer l'environnement autour de nous. En refusant de participer au conflit, nous désamorçons souvent la tension, la menant à un endroit de réflexion et de quiétude. Finalement, la paix intérieure est un choix conscient. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes
ou d'éviter les conflits à tout prix, mais de les affronter depuis un état de sérénité. C'est se rappeler que notre valeur ne se mesure pas par la quantité de batailles que nous remportons par la fureur ou les mots. Notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à rester calme face aux provocations. En cultivant une paix intérieure inébranlable, nous montrons que nous sommes au-dessus des trivialités. Nous démontrons que nos émotions ne sont pas à la portée de tous, qu'elles ne peuvent pas être manipulées par des circonstances extérieures. En le faisant, nous ne protégeons pas seulement notre bien-être, mais nous laissons une impression durable sur ceux qui ont essayé de nous perturber. Nous les laissons sans mots, sans arguments, face à la réalité que leur pouvoir sur nous est inexistant. Et dans ce silence, dans ce vide de réaction, nous trouvons notre véritable force. Numéro 11. Se déconnecter pour se reconnecter à soi-même. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, se déconnecter peut être l'un des actes les plus puissants que nous puissions accomplir pour nous retrouver nous-mêmes. Disparaître en silence n'est pas un acte d'abandon mais un geste d'auto-soin. C'est un retrait stratégique pour recharger nos énergies, nous reconnecter avec notre essence et rétablir l'équilibre que nous perdons souvent en étant constamment disponibles pour le monde extérieur. En nous éloignant des distractions extérieures et des personnes qui ne valorisent pas notre présence, nous créons un espace sacré où nous pouvons nous concentrer sur notre croissance personnelle et sur ce qui compte vraiment. L'importance de se déconnecter réside dans le besoin de s'éloigner du bruit constant. Les réseaux sociaux, les opinions des autres, les attentes extérieures. Tout cela peut remplir notre esprit de voix qui nous éloigne de notre véritable moi. En décidant de nous déconnecter, nous choisissons de faire taire ces voix. Nous nous permettons d'écouter notre propre voix intérieure, celle qui est souvent noyée dans le tumulte de la vie quotidienne. C'est dans ce silence que nous trouvons la clarté, où nous pouvons réfléchir à qui nous sommes vraiment, où nous voulons aller, et à ce dont nous avons réellement besoin. Se retirer en silence sans avoir besoin de justification est un acte qui déstabilise les autres. Ils sont habitués à notre présence constante, à nos réponses rapides, à notre disponibilité. Lorsque nous choisissons de nous retirer, même temporairement, nous les laissons sans savoir comment réagir. Ils ne savent pas comment combler le vide de notre absence, et dans cette confusion, ils commencent à se questionner. Peut-être se demandent-ils pourquoi tu t'es retiré, s'ils ont fait quelque chose de mal, ou s'ils auraient dû mieux te valoriser. Mais ce qui est vraiment important, c'est que cet espace que tu crées en te déconnectant est pour toi, pas pour eux. C'est un temps inestimable où tu peux réfléchir, guérir et te reconnecter avec ce qui t'apporte vraiment de la paix. Prendre du temps pour soi est essentiel pour la croissance personnelle. Imagine, par exemple, que tu décides de t'éloigner des réseaux sociaux. Au lieu d'être constamment exposé à la vie des autres, à la pression des attentes et aux comparaisons interminables, tu choisis de te déconnecter. Tu arrêtes de consommer la narration imposée par les autres et tu te permets de créer ta propre histoire. Ce temps passé, loin des écrans, devient un espace pour l'introspection, pour lire, méditer, écrire ou simplement être en silence avec toi-même. En le faisant, tu trouves non seulement ton propre rythme, mais tu déstabilises aussi ceux qui attendaient ta présence digitale constante. En ne sachant plus rien de toi, ils réalisent à quel point ils étaient habitués à ta participation à leur vie. De même, s'éloigner de certaines personnes peut être une décision vitale pour retrouver ton équilibre. Certaines relations et certains environnements, au lieu de nous nourrir, nous épuisent. Il y a des personnes qui nous entourent de leur négativité, qui ne valorisent pas ce que nous apportons, ou qui ne comprennent simplement pas notre besoin de grandir. En nous retirant de ces dynamiques, nous choisissons de protéger notre espace intérieur. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais d'un acte d'amour propre. En te déconnectant, tu envoies un message silencieux mais clair. Tu as besoin de temps et d'espace pour toi, pour prendre soin de ton bien-être mental et émotionnel. Cet éloignement laisse beaucoup de gens perplexes. Ils étaient habitués à ta disponibilité, à ce que tu sois toujours là pour eux. Mais en te retirant, tu leur montres que ton temps et ton énergie ne sont pas infinis et qu'ils méritent d'être utilisés pour ce qui te nourrit vraiment. Ton silence devient un miroir dans lequel ils doivent se regarder,
et confronter leur propre dépendance à ta présence. Et tandis qu'ils se débattent avec leur confusion, toi, tu trouves un terrain fertile pour t'épanouir, grandir sans les entraves des attentes extérieures. Te déconnecter pour te reconnecter à toi-même n'est pas un acte égoïste, c'est une nécessité. Nous passons tellement de temps tournés vers l'extérieur, à essayer de répondre aux demandes de la vie et des autres, que nous oublions que notre premier engagement doit être envers nous-mêmes. C'est seulement en nous éloignant que nous pouvons voir clairement ce dont nous avons réellement besoin, ce qui nous manque et ce que nous devons cultiver pour atteindre notre équilibre. C'est dans ce temps de solitude choisi que nous redécouvrons nos passions, nos objectifs et nos valeurs. Nous réalisons ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et quand nous décidons enfin de revenir, nous le faisons depuis un endroit de plénitude, non pas parce que les autres nous réclament, mais parce que nous avons choisi que c'était le bon moment. Le silence et l'absence deviennent des alliés dans ce processus. En disparaissant en silence, nous ne donnons pas aux autres l'occasion d'influencer notre décision, de nous convaincre de rester quand nous savons que nous devons partir. Nous ne cherchons ni leur approbation, ni leur compréhension. Nous cherchons notre paix. Et en la trouvant, nous revenons avec une force renouvelée, un équilibre intérieur que rien ni personne ne peut facilement perturber. Finalement, se déconnecter est une manière d'honorer notre propre existence. C'est une manière de nous dire que nous méritons ce temps, cet espace pour être, pour respirer et pour exister dans notre essence la plus pure. Oui, cela déstabilise les autres, mais dans ce désarroi, ils réalisent que nous sommes bien plus que ce qu'ils voyaient en surface. Et toi, en revenant, tu te trouveras plus en phase avec toi-même, plus conscient de ta valeur et prêt à poursuivre ton chemin avec une paix intérieure que personne ne pourra te retirer. Numéro 12. Récupérer la confiance en soi. Récupérer la confiance en soi est un processus essentiel après avoir traversé des situations où tu n'as pas été valorisé à ta juste valeur. C'est un chemin de retour vers ton essence, une reconnexion avec la personne que tu es vraiment, au-delà des opinions et des jugements des autres. Lorsque quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur, il est facile que le doute s'installe, minant ainsi ton estime de soi et te poussant à remettre en question ta propre importance. Cependant, le véritable pouvoir réside dans ta capacité à te reconstruire, à guérir et à sortir de cette expérience plus fort, plus sûr de toi et plus épanoui. Le premier pas pour récupérer ta confiance est de reconnaître ta propre valeur, indépendamment de la manière dont les autres t'ont traité. Ta valeur n'est pas définie par les actions ou les paroles de ceux qui n'ont pas su t'apprécier. Elle est intrinsèque, elle est en toi, et elle ne dépend pas de la validation extérieure. Réfléchis à tes réalisations, à tes qualités, à tout ce qui fait de toi la personne que tu es. Fais l'inventaire de ces choses qui te remplissent de fierté, des moments où tu as fait preuve de force et de résilience. Cet exercice t'aidera à te rappeler que, même si les autres ne l'ont pas vu, il y a de la grandeur en toi. Il est aussi crucial de te rapprocher de personnes et d'environnements qui te valorisent et te respectent vraiment. Parfois, la raison pour laquelle notre confiance en nous est affectée, c'est parce que nous avons été dans des environnements toxiques où notre valeur a constamment été remise en question ou ignorée. S'éloigner de ces espaces et se rapprocher de ceux qui t'encouragent et célèbrent tes réussites est vital. Ces personnes agissent comme des miroirs, reflétant ta véritable valeur et te rappelant ton potentiel pour continuer de grandir. Sentir le soutien authentique de ceux qui t'apprécient est une puissante impulsion pour reconstruire ton estime de soi. La reconstruction de la confiance passe également par le travail sur ton dialogue intérieur. Après avoir vécu une expérience où tu n'as pas été valorisé, il est courant que les critiques et les paroles négatives continuent à résonner dans ton esprit. Change ce dialogue. Plutôt que de te concentrer sur ce que les autres ont dit ou fait, concentre-toi sur des affirmations positives sur toi-même. Parle-toi avec la même compassion et bienveillance que tu offrirais à un bon ami. Répète chaque jour des mots qui renforcent ta confiance comme « Je suis précieux, je mérite d'être respecté et j'ai la force de surmonter cela ». Tandis que tu te focalises sur ton bien-être émotionnel, il est aussi important de passer à l'action. La confiance en soi se construit à travers des expériences et des accomplissements. Fixe-toi de petits objectifs qui te mettent au défi et te permettent de grandir. Ces objectifs n'ont pas besoin d'être des exploits immenses.
Même les plus petits succès peuvent être des pas significatifs vers la reconstruction de ton estime. Chaque fois que tu atteins une de tes cibles, célèbre ta réussite. Reconnais l'effort que tu as investi et vois chaque petite victoire comme une preuve de ta capacité et de ta détermination. Surmonter une situation où tu n'as pas été valorisé te donne également l'occasion d'apprendre et de grandir. Réfléchis à cette expérience et demande-toi ce que tu peux en tirer pour ton développement personnel. Non pas dans une optique d'autocritique, mais avec le désir sincère d'apprendre. Peut-être te rendras-tu compte de l'importance d'établir des limites, de dire non lorsque quelque chose ne te sert pas, ou d'identifier plutôt les signes de relations déséquilibrées. Ces leçons deviennent des outils qui te rendront plus fort et plus sage pour l'avenir. En récupérant ta confiance, tu deviendras une personne non seulement plus affirmée, mais également quelqu'un qui irradie une énergie différente. La confiance en soi est magnétique. Elle attire des opportunités, des relations saines et des expériences qui reflètent l'amour et le respect que tu te portes. Les personnes autour de toi commenceront à remarquer ce changement. Même ceux qui t'ont un jour sous-estimé seront impressionnés par la force et la lumière que tu projettes désormais. Pas parce que tu cherches leur approbation, mais parce que ton processus de guérison est quelque chose que l'on ne peut ignorer. Récupérer la confiance en toi est aussi un acte d'amour-propre. En décidant que tu mérites mieux que ce que tu as reçu dans le passé, tu te donnes la permission de prospérer. Tu réclames ton droit à être heureux, à te sentir en sécurité et à vivre une vie où tu te valorises toi-même au-delà des opinions extérieures. Cette attitude t'amènera à prendre des décisions qui te bénéficient, à choisir des relations qui te nourrissent et à laisser derrière toi celles qui ne contribuent pas à ton bien-être. Finalement, l'expérience de ne pas avoir été valorisé peut devenir un tournant. Cela ne définit pas qui tu es, mais cela peut définir qui tu choisis de devenir à partir de maintenant. En guérissant et en reconstruisant ta confiance, tu montres que les cicatrices ne sont pas un symbole de défaite, mais de dépassement. Tu es la preuve vivante que tu peux te relever plus fort et plus sage chaque fois que la vie te fait tomber. Ta force, ton bonheur et ta confiance sont désormais les réponses les plus puissantes à toute situation où tu n'as pas été valorisé. Il n'y a pas de plus grande démonstration de ta capacité à guérir et à prospérer que de voir que, malgré tout, tu continues d'avancer, brillant plus intensément que jamais. Numéro 13. Sois aimable, mais limite le contact. La gentillesse est une vertu puissante, en particulier face à des personnes qui n'ont pas su te valoriser comme tu le mérites. Choisir d'être aimable ne signifie pas permettre aux autres de te traiter n'importe comment, ni d'être toujours présent pour ceux qui ne respectent pas ta valeur. Au contraire, la gentillesse est une expression de ta dignité et de ton contrôle émotionnel. C'est montrer que, malgré les actions des autres, tu peux maintenir ton intégrité. Cependant, la gentillesse doit être accompagnée d'autoprotection. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à être aimable tout en limitant le contact avec ceux qui n'apportent pas une contribution positive à ton bien-être émotionnel. Limiter le contact n'est pas un acte d'hostilité ni de vengeance. C'est une manière de te protéger, de reconnaître que tu mérites de t'entourer de personnes qui te valorisent et te respectent. En maintenant une distance saine, tu te donnes l'espace nécessaire pour guérir, réfléchir et reconstruire ton estime de soi. Être aimable dans ces situations signifie ne pas nourrir de rancune ni entrer dans des conflits inutiles. Tu choisis simplement d'interagir avec paix et respect, mais tu décides aussi combien de toi-même tu souhaites offrir dans ces interactions. Imaginons que tu croises une personne qui, dans le passé, ne t'a pas valorisé. C'est peut-être quelqu'un qui t'a sous-estimé, qui n'a pas reconnu tes efforts ou qui t'a fait sentir inférieur. Plutôt que de réagir avec froideur ou de chercher la confrontation, tu choisis d'être poli. Tu offres un sourire courtois, une conversation brève et respectueuse, mais rien de plus. Tu ne t'ouvres pas davantage, tu ne te laisses pas impliquer émotionnellement. Ta gentillesse n'est pas une invitation à rouvrir cette relation sous les mêmes termes qu'avant, mais plutôt une démonstration que tu choisis de rester équilibré et en paix. Limiter le contact est crucial pour éviter de retomber dans des dynamiques qui t'ont affecté négativement. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement les autres, mais d'être conscient de la place que tu leur permets d'occuper dans ta vie.
Cela peut signifier répondre à un message avec courtoisie, mais sans s'engager dans de longues conversations, ou assister à un événement où ils sont présents, mais en te concentrant sur d'autres interactions. En agissant ainsi, tu montres que tu peux être aimable et respectueux sans compromettre ta paix intérieure. Fixer des limites claires envoie également un message puissant. Tu te valorises suffisamment pour te protéger des situations et des personnes qui ne te servent pas. La gentillesse, combinée à la limitation du contact, te libère aussi du cycle de la négativité. Lorsque tu choisis de ne pas répondre avec ressentiment ou colère, mais avec sérénité, tu brises le schéma conflictuel. Tu ne donnes pas aux autres le pouvoir de te tirer dans des discussions ou des drames inutiles. Ce comportement déroute souvent ceux qui étaient habitués à une version plus réactive de toi. Ils voient que tu as changé, que tu as grandi et que tu agis désormais depuis un lieu de force intérieure. Bien que certaines personnes puissent ne pas comprendre cela au début, l'essentiel est que tu saches que ce choix est pour ton bien-être. Cette pratique est particulièrement importante lorsque tu dois encore interagir avec certaines personnes, comme des collègues de travail ou des membres de la famille. Dans ces cas, être aimable tout en limitant le contact te permet de maintenir une coexistence cordiale sans compromettre ton bien-être émotionnel. Tu apprends à fixer des limites internes, à savoir jusqu'où tu peux t'impliquer avant que cela ne commence à te nuire. Ta gentillesse devient alors une couche protectrice qui te permet de naviguer dans ces espaces avec grâce et tranquillité. La clé pour maintenir cet équilibre est de te rappeler que la gentillesse ne signifie pas une disponibilité illimitée. Tu peux être une personne aimable sans être toujours disponible pour ceux qui ne t'ont pas valorisé. En limitant le contact, tu préserves l'intégrité de ton temps et de ton énergie. Tu apprends à dire non de manière courtoise mais ferme, à te retirer des situations qui ne t'apportent rien et à prioriser tes propres besoins sans culpabilité. C'est une façon de te montrer du respect à toi-même et d'enseigner aux autres comment tu souhaites être traité. En pratiquant cela, tu te rends compte que la gentillesse est un choix conscient, pas une obligation. Tu n'es pas aimable pour être accepté par les autres, mais parce que c'est une expression de ton propre caractère. Limiter le contact, quant à lui, est une stratégie pour maintenir ton équilibre émotionnel et protéger ta dignité. C'est dire aux autres et à toi-même que tu mérites des relations saines et respectueuses. Cette approche te permet de rester en paix, sans porter le poids de la négativité du passé. Elle te libère pour te concentrer sur les personnes et les expériences qui apportent vraiment de la valeur à ta vie, celles qui te valorisent et t'encouragent à être la meilleure version de toi-même. Avant de conclure cette vidéo, il est important de se rappeler que ta valeur ne dépend pas de la perception des autres, mais de la manière dont tu choisis de vivre ta vie. Si tu as trouvé dans ces mots la force de t'éloigner en silence et de te concentrer sur ta paix intérieure, je t'invite à réaffirmer cet engagement. Va dans la section des commentaires et écris la phrase « Aujourd'hui commence ma nouvelle version. Je suis stoïque ». Fais de cette phrase ton mantra pour ta croissance personnelle. Partage ta décision de devenir plus fort, plus serein et de ne plus jamais laisser les autres définir ta valeur. Je suis impatient de lire ta phrase dans les commentaires.